va vous demander de vous asseoir, de vous préparer, puisqu'on va pouvoir lancer cet Afterwork Open Source CST, FICAM, Cap Digital. Je suis Antoine Allard, je suis le délégué adjoint de Cap Digital et je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir. Et je vais commencer par m'excuser parce que je vais malheureusement pas pouvoir rester avec vous jusqu'au bout. J'aurais adoré, mais vous serez bien entourés puisque Marc Boris, community leader de la communauté ICC de Cap Digital, est là ce soir, et Bastien Litzler, notre photographe, régisseur, responsable com, responsable du studio, est là également ce soir. Vous avez deux grands architectes de la mission SIGGRAPH, notamment qu'on fait chaque année chez Cap Digital à vos côtés. C'est dire s'ils connaissent bien la thématique. Benoît, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je pense, maintenant. Ça fait 10 ans que je suis... Ouais, tu comptes plus. Et je dois dire que c'est avec grand plaisir qu'on t'a vu arriver à la FICAM dernièrement. Que ces derniers mois, on a, comme toujours, très bien travaillé ensemble, et sous ton impulsion, on a en plus très bien travaillé avec la CST. Donc le fait de se retrouver ce soir tous ensemble sur cette thématique qui n'est évidemment pas anodine ne doit absolument rien au hasard. Je ne vais pas parler beaucoup plus parce que je ne suis pas le plus légitime ni le plus sachant sur le sujet, mais une fois encore, bienvenue à tous chez Cap Digital et bonne soirée. Merci Antoine. Alors, donc, je suis effectivement Benoît Maujean, délégué adjoint aux technologies à la FICAM. Voilà le programme de la soirée. On va faire une petite introduction avec... oui, Fred, il pourra dire tu tous les deux. Donc, Fred de la CST. Bonjour à tous. Voilà. Donc, Fred Fermont, qui est chargé de mission pour tout ce qui est nouvelles technologies, XR, AR, VR... Ouais, notre département s'appelle Immersion et temps réel, donc au sens large, toutes les technologies immersives, les contenus immersifs, et puis tout ce qui est un peu moteur de jeux vidéo, qui nous sert aussi à faire des films 2D normaux, mais avec des technologies un peu nouvelles. Donc on a des gens qui ont des profils assez variés, mais qui finalement se retrouvent avec des sujets communs, quoi. Voilà, donc avant de se lancer, parce que le but du jeu, c'est quand même que vous échangiez, vous posiez des questions aux gens qui sont autour de ces frameworks. Donc avant de se lancer dans les ateliers démo qui auront lieu là-bas, on aura des petites présentations rapides d'une vingtaine de minutes par framework. Donc on commencera avec 3D Info, avec Hans, Nicolas et Fred. Ensuite, alors on les a fait par ordre alphabétique, hein, comme ça on s'est dit on ne se pose pas de questions. Ensuite on aura Kitsu, présenté par Franck Rousseau, Kyber, exclusivité là ce soir, un petit peu Kyber avec Jean-Baptiste Kempf. Et puis Meshroom avec Candice Bentejac et Fabien Castan. Et après, le moment tant attendu, c'est justement l'interaction avec les devs autour donc de ces 4 projets. Puis après, un petit moment convivial, comme on dit. Voilà. Alors, avant de commencer, c'est vrai que Antoine l'a dit, c'est pas souvent en fait qu'on se retrouve les 3 associations de nos milieux ensemble. Donc, j'imagine que si vous êtes ici ce soir, vous en connaissez au moins une, mais je vais quand même rappeler rapidement. Donc, la CST, c'est l'association des techniciens du film et de l'audiovisuel qui se rassemblent pour proposer et répandre des bonnes pratiques et des standards, notamment, pas que, mais essentiellement, des bonnes pratiques et des standards pour la diffusion et la préservation des œuvres film et audiovisuel. Cap Digital, donc notre autre ce soir, donc c'est le pôle de compétitivité européen, donc le pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique, qui est implanté en Île-de-France et dans les Hauts-de-France et qui rassemble des startups, des PME, des grands groupes, des chercheurs, des financeurs pour monter ensemble, notamment, mais monter ensemble, réfléchir et monter ensemble des projets d'innovation. Et puis la FICAM, donc c'est le syndicat professionnel du film et de la télévision, qui rassemble donc les prestataires techniques du film et de la télévision. Donc voilà, donc c'est pas souvent, mais effectivement ce soir on s'est toutes les trois associations rassemblées pour porter ce message et dire voilà en quoi l'open source peut être justement un ensemble d'outils qui peuvent nous aider à traverser un petit peu les moments difficiles dans lesquels on est. Alors justement, avant de plonger dans la techno, juste un petit pas de côté. Bon, ça n'a échappé à personne en tant que soit praticien du milieu, soit même citoyen ou consommateur, qu'on est tous vraiment entourés d'une prolifération de contenus, à la fois donc culturels et de communication, et que cette massification des contenus s'accompagne souvent d'une bascule, on va dire, des usages sur les plateformes, qui sont eux-mêmes amplifiés par les systèmes de recommandation, donc souvent avec les mêmes acteurs technologiques.
Donc on est quand même dans une rupture. C'est-à-dire qu'on avait avant un monde qui était un petit peu en silo, le film, la publicité, le jeu vidéo, la télévision, avec des process de fabrication qui étaient eux-mêmes un peu en silo, même s'il y avait une répartition des tâches et une espèce d'optimisation en essayant d'améliorer les choses. Mais là, on est basculé quand même maintenant dans un modèle donc, qui est à la fois une plateforme au niveau des contenus, mais au niveau des process, que ce soit la création ou la diffusion. Donc on va dire que là, on est vraiment dans un moment un peu clé. On parle même maintenant d'industrie de contenu plutôt que d'industrie culturelle. Et en fait, cette bascule, elle présente quand même, on va dire, deux risques. D'abord, il y a la mainmise, on va dire, au niveau de ces plateformes d'acteurs technologiques qui sont quand même majoritairement américains. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette plateformisation, en fait, elle vise quand même à une espèce de standardisation des contenus. Et je pense que tout le monde l'a en arrière de l'esprit, c'est qu'en plus, cette plateformisation, elle a été accentuée et accélérée, on va dire, avec l'arrivée, on va dire, un peu massive maintenant de l'IA générative, qui se retrouve au niveau de la plateformisation, puisque ça vous avait pas échappé, l'IA générative est souvent présentée sous forme de software as a service, et en plus, au niveau de la qualité, on va dire que pour l'instant, l'usage un peu fainéant, on va dire, de l'IA générative fait qu'on a des contenus de qualité pas forcément au niveau professionnel tel que les acteurs du métier l'entendent traditionnellement. Donc, pourquoi alors en quoi l'open source peut nous apporter des éléments de réponse par rapport à cette transformation, on va dire, profonde de nos processus? Alors évidemment, d'un point de vue technologique, le but du jeu, c'est de dire que l'avantage numéro un, on va dire, si on doit résumer l'open source en un mot, c'est de dire on n'est plus enfermé dans une technologie propriétaire. Et donc, normalement, on est quand même plus à même de reprendre la main pour répondre justement à ces innovations, à ces attentes technologiques par rapport à nos clients et par rapport aux prestataires, notamment si vous voulez corriger un bug ou si vous voulez implémenter une nouvelle fonctionnalité. Le monde open source, justement, permet de répondre à cela de manière beaucoup plus dynamique, donc de répondre plus rapidement peut-être à la diversité des attentes de nos clients, et surtout évidemment de partager des ressources, parce que la technologie va tellement vite que qui peut dire maintenant j'ai en interne les ressources suffisantes pour répondre à ces changements technologiques. Il y a une autre chose aussi que l'open source permet d'un point de vue technologique, c'est d'intégrer les standards émergents qui là aussi bougent très vite, et donc l'open source est une manière, on va dire, assez élégante de répondre aux besoins d'intégrer des standards qui sont souvent open source, et qui permettent bien évidemment d'augmenter l'interopérabilité entre les outils, parce que justement on est dans cette massification et plateformisation des process, donc l'interopérabilité devient encore plus fondamentale. L'autre enjeu, il est financier. Alors là, c'est pas de dire bêtement c'est open source donc c'est gratuit. Non, là l'idée c'est de dire j'essaie d'avoir une approche, on va dire, plus intelligente de gestion de mon budget, et en transposant tout ou partie du budget depuis des ressources propriétaires, donc des licences payantes, vers donc du budget qui irait dans la formation, dans l'intégration, auprès de prestataires de services, dans la montée en compétences, etc. Voilà. Donc je vais conclure comme ça. Donc pour que ça marche tout ça, par contre, évidemment, ça se fait pas tout seul. Et il y a deux. Donc si je vous invite donc à ceux qui l'ont pas fait à lire la lettre spéciale donc qui est là. La lettre CST que voilà. Et qu'on a fait ensemble avec Benoît, avec la FICAM. Et également plein de personnes, dont certains qui sont dans la salle. Donc, pour que ça marche, l'open source, il y a deux piliers importants à mettre en place. Donc, la gouvernance et le financement. Alors, la gouvernance, c'est dire comment on arrive à animer de manière transparente et fédérative la communauté, à la fois des développeurs et des utilisateurs. Donc là, en gros, il y a classiquement, on va dire, on a trois modes de gouvernance. On a donc le dictateur éclairé, on va dire. Donc ça, c'est plutôt la tendance, on va dire, Linux, par exemple, avec Linus Torvalds. On a la tendance, une société qui sponsorise de manière agressive, on va dire, une technologie open source de manière à garder la main dessus. Ça, c'est par exemple Unreal avec Epic Games ou bien Google avec Kubernetes. Et puis, il y a la tendance décision démocratique, où là, on prend les décisions en communauté. Et là, c'est plutôt la famille, on va dire, de la Blender Foundation, de l'Academy Software Foundation. Qui a entendu parler de l'Academy Software Foundation, qui est d'ailleurs dans la salle? Voilà, donc c'est coopté, on va dire, par la Linux Foundation. Et là, c'est l'exemple, justement, de studios à Hollywood qui sont repris en main et qui ont dit il faut pas qu'on laisse échapper comme ça les technologies open source dans la nature. On va s'organiser, se structurer et financer donc, le développement open source. Et dans le guide, on dit donc que pour que cette gouvernance marche,
Bon, il y a plein de petites astuces, mais il y en a une en particulier qui n'est pas négligeable et souvent qu'on met sous le tapis, c'est il faut choisir et surveiller la bonne licence de manière à intégrer des composants logiciels open source dans son framework, mais aussi de pouvoir intégrer notre framework dans un écosystème qui n'est pas toujours open source. Donc petit clin d'œil, après animer la communauté, etc. Tout ça vous savez, mais je ne veux pas faire un tunnel ici, mais le choix de la licence, ça reste fondamental. Après, l'autre pilier, c'est le financement. Là, en général, il y a plusieurs stratégies qui souvent se complètent en fonction de la maturité du projet ou de l'avancement du projet. Donc, il y a le sponsoring d'entreprise, j'en ai parlé rapidement. Il y a bien évidemment la prestation de services. Et là, vous allez avoir ce soir des témoignages d'entreprises qui, justement, gagnent leur vie en mettant en avant des technologies open source. Il y a le financement participatif, il y a les bourses et les subventions. Et il faut le dire, ça d'ailleurs, on a la chance d'avoir le CNC dans la salle. Et bien souvent, les projets open source donne l'occasion d'avoir un petit bonus de subvention, ou l'Europe aussi fait ça. Et puis enfin, il y a les bounties, que ce soit la manière soit de débugger, soit d'implémenter de nouvelles fonctionnalités. Et donc là, les contributeurs sont rémunérés avec une somme qui est fixée par la communauté. Donc pour conclure mon introduction, je n'ai pas été trop long, il faut reprendre notre destin en main. On est à la croisée des chemins, on est dans une grande transformation technologique. L'open source, c'est une manière de définir cette innovation collaborative, mais je veux dire en mutualisant nos ressources. Je pense que si on ne se place pas un échelon qui est soit national, soit européen, il est difficile au niveau d'une société de pouvoir à la fois affronter ces transformations de marché et d'avoir en interne les ressources de développement qui demandent une évolution hyper rapide de nos jours. Voilà. Bon. Ça n'empêche que c'est pas parce qu'on fait de l'open source qu'on n'a pas une manière de se différencier. Ça, c'est le petit paragraphe de la fin par rapport à ses concurrents, parce que bien souvent l'argument c'est de dire mais pourquoi je développerai une technologie qui va être utilisée même par mes concurrents? La réponse elle est la suivante. Non, la valeur ajoutée maintenant de la technologie, c'est pas de dire je vais avoir la brique technologique à moi, c'est de dire comment j'intègre cette technologie dans mes pipelines de production et comment j'arrive à consolider ma relation client, comment j'arrive à proposer les meilleurs outils et les meilleures équipes, mais en s'appuyant sur un socle de briques communes qu'on pourra espérer développer ensemble. Voilà. Je vous invite donc à lire ou à relire tous ces aspects dans le petit guide voilà, ici présent. Et maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous. Donc, premier focus ce soir. Oui. Peut-être pour conclure aussi l'introduction. Tu veux conclure l'introduction ? C'est vrai que tu disais c'est chouette d'avoir cette dynamique entre Cap Digital, la FICAM et la CST. C'est la première fois qu'on fait ce type de soirée, mais que, a priori, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête et que il y en aura d'autres a priori. Donc, en particulier, on se dit que voilà, il y a toute la communauté Blender qui est très active, que tout le monde connaît, j'imagine, dans la salle, et c'est une bonne manière de montrer que Blender. Alors, ça prend du temps. Et la grande leçon aussi de l'open source, c'est que finalement, c'est se placer dans un temps assez long. Parce que finalement, même si je dis que les innovations technologiques évoluent très rapidement en ce moment, mais n'empêche qu'il faut prendre le temps. Le développement logiciel, ça prend du temps. Et d'autant plus quand on veut, ça je l'ai dit très rapidement, quand on veut s'appuyer sur des partenariats avec des chercheurs qui ont le temps de faire de la veille technologique et de nous apporter les dernières de state of the art des briques techno qui sont indispensables pour nos métiers. Voilà, donc petit clin d'œil sur 3D Info. Oui, c'est parti. Hans, c'est toi qui commences. Normalement. Alors, moi je voulais vous parler de pourquoi la CST fait assez naturellement de l'open source et revenir sur une des choses que Benoît a dites un petit peu avant. Donc moi je suis Hans-Nicolas Locher, je suis directeur du développement à la CST et j'ai pris que quelques exemples histoire qu'on aille assez vite sur le sujet. C'est qu'on fait de la concertation pour établir des bonnes pratiques. Donc on réunit des gens autour d'une table, on boit des cafés ensemble et on s'engueule un peu parfois et on établit des pratiques. Et de plus en plus, ces sujets, ils sont de plus en plus empreints de logiciels et donc il y a du code qui accompagne de plus en plus souvent ces aspects-là. Donc il y a 3 exemples. On a un travail sur 3D Info sur lequel je ne vais pas m'appesantir parce que Fred va revenir là-dessus, mais où on a un cas de proposition de standard qui est défini en creux par du code.
Le deuxième cas là, que je vous ai cité dans les projets, c'est Cappuccino, qui est un ensemble d'outils de vérification sur un standard que nous on soutient, sur lequel on a travaillé, qui est un espèce de super package dans lequel archiver les contenus cinéma ou audiovisuels. Et le troisième exemple que je voudrais prendre, et ça, c'est pas un sujet qui est encore complètement abouti, c'est un travail qui est en cours, c'est l'échange de données. Donc on travaille là-dessus à travers deux projets, l'un qui est TAMIS et son pendant européen qui est TEMS. Et nous, on pousse pour que, autant que possible, un certain nombre d'éléments développés par le consortium pendant la phase du projet soient open source. C'est pas complètement gagné sur le dernier sujet. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire à travers ça? C'est-à-dire que de la même façon que les recommandations techniques que nous on publie, elles sont faites par la communauté des techniciens, pour la communauté des techniciens, l'idée c'est d'avoir un peu la même logique de bien commun sur le code, et là-dessus l'open source paraît être une réponse quand même assez naturelle. L'autre sujet, c'est évidemment le fait que si on veut qu'il y ait une forme de pérennité aux contributions de code, l'open source est une forme d'évidence pour nous. Voilà. Et donc là, je laisse Fred vous parler plus de l'USD et de 3D. Merci. Alors, au départ, je ne pensais pas faire de présentation, parce que parler d'USD, c'est pas quelque chose de très facile. Et quand ce matin j'ai réalisé que Benoît en fait s'était dit mais aussi Fred il va faire une présentation. Enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais voilà. Donc aujourd'hui j'ai pris mes diapos d'avant et j'ai essayé de faire un diapo seulement sur USD. Voilà, la dernière fois que je suis venu à Cap, j'avais présenté ça sous forme de chronologie, on m'avait dit que c'était pas mal, donc j'ai condensé ça ici. Donc avant d'aller plus loin, qui sait ce que c'est l'USD ? À peine la moitié de la salle, ok. Alors l'USD, c'est un format 3D, donc de scène en 3 dimensions pour faire des films 3D, de films d'animation, qui a été créé par Pixar pour leurs propres besoins. C'est quelque chose c'est un héritage sur quasiment 20 ans de développement au sein de Pixar. Donc il y a plusieurs projets et à la fin, les projets, au bout du compte, ça a formé USD. Donc c'est un long héritage avec tout ce que ça veut dire dans du code, parce que c'est du logiciel. Et en 2016, Pixar a décidé de le rendre open source. Et donc ce format, il a été créé pour répondre à leurs besoins de monter à l'échelle, donc de monter à l'échelle au nombre de graphistes qui travaillent en même temps sur le même film, et avec beaucoup d'outils différents. Donc ça aussi, c'est une grosse complexité quand on a plein d'outils différents, d'avoir des formats qui sont, on espère, interopérables. Donc ça fait partie des objectifs initiaux de Pixar. Voilà, donc ils l'ont rendu open source en 2016. Ça a tout de suite attiré l'attention d'autres studios. Et dans les quelques années qui ont suivi, on a vu des films sortir sur des pipelines USD. Et en France, un studio qui s'est lancé dans cette aventure au moment du Covid, c'est Superprod. Et aujourd'hui, Superprod a un pipeline, donc ils travaillent entièrement sur ce format USD. Et tout est très bien géré, mais bon, ça leur a demandé beaucoup d'efforts de développement. C'était à cause de cet héritage, chez Pixar, c'est un format qui est difficile à comprendre, et c'est difficile pour un développeur de prendre en main les outils logiciels de l'USD, parce que, en fait, il y a beaucoup de briques différentes, il y a énormément de concepts, il y a à peu près 80 concepts clés qui sont liés à USD, donc au départ, il faut quand même s'y atteler. Et comme l'a dit un tout petit peu Hans Nicolas, c'est pas un format qui est décrit. Vous n'avez pas la documentation qui vous dit comment est ce format. Si vous voulez écrire du Markdown, en fait vous lisez une doc sur internet, ça vous explique comment écrire du Markdown et puis vous le faites. Dans l'USD, non, Pixar a créé des logiciels qui créent des outils, qui créent des assets 3D sans avoir jamais documenté précisément comment en fait le fichier lui-même est conçu. Donc c'est induit par le logiciel USD, qui est un framework logiciel. Voilà. Donc pour se lancer dedans, c'est difficile. Ça aurait pu s'arrêter là, mais en 2023, donc il y a vous voyez les gros logos là, ils sont petits, mais en fait Autodesk, Nvidia, Apple et Adobe se joignent à Pixar pour créer une instance qui s'appelle l'Alliance for OpenUSD, et eux ils décident en fait de standardiser ce format. Donc c'est à partir de ce moment-là où USD devient en fait prend vraiment une importance et devient un enjeu industriel pour l'avenir. Même si pour l'instant, on attend encore les premières publications
Et celle que je vous ai pointée, c'est celle que je guette, c'est la Core Spec Working Group, où en fait c'est censé être la base pour le reste. On va définir vraiment la structure du format lui-même. Voilà, en 2025, en France, on a des studios. Alors, j'ai listé quelques studios ici qui ont pris la parole au SIGGRAPH Montpellier l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des pipelines sur USD complètement, mais en tout cas qu'ils ont commencé à travailler sur le sujet, qu'ils s'y intéressent de près. Je ne peux pas parler en leur nom. Il n'y a que Illogic Studio dont je sais que Illogic produit vraiment avec le format USD. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens, non, parce que j'ai quand même bien rempli là-haut. Ça, c'est le nombre de commits. Donc ça, si vous êtes développeur, vous savez ce que c'est. C'est le nombre de fois qu'on a modifié finalement le code de OpenUSD. Et on voit qu'en fait, ça reste relativement stable dans le temps. J'ai l'impression que quand même, il y a encore beaucoup de personnes de Pixar qui sont des contributeurs. Mais il y a aussi des contributions extérieures. Donc en fait, ça c'est juste pour dire, ce format, pour l'instant, en tout cas, il reste très vivant. Même si d'un point de vue du standard, on attend encore que ça sorte. D'un point de vue du format lui-même et des logiciels open source qui sont publiés sur GitHub, ça reste actif. Voilà. Je crois que je sais pas. Ouais, peut-être par trimestre. Voilà, alors nous là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est à la CST, on n'est pas non plus une boîte avec une entreprise avec beaucoup de développeurs. Mais il y a un des défauts de l'USD, c'est que comme c'est encore quelque chose de très en développement, il n'y a pas beaucoup de logiciels et d'outils faciles d'accès pour qu'un petit studio ou même un indépendant puisse être outillé pour l'utiliser. Et même les développeurs, les maisons d'édition qui proposent des logiciels 3D, elles ont souvent une compatibilité incomplète de l'USD. Parce que c'est un risque de développer, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué, c'est très complexe. Donc, comme le format va se standardiser, c'est un risque de mettre beaucoup de force de développement aujourd'hui, parce que ça peut changer dans quelques mois. Voilà, donc c'est aussi un frein. Donc, on s'est dit, tout simplement, une visionneuse, ça serait déjà pas mal, parce que des visionneuses, il y en a. Elles ne sont pas forcément faciles à installer pour quelqu'un qui n'est pas développeur. Et donc dans les studios, c'est souvent les TD ou les directeurs techniques, les développeurs qui font le travail pour l'ensemble du studio. Mais si on veut aider les petites structures et les indépendants à participer à des projets qui du coup sont sur de l'USD, il manque des trucs. Et voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a proposé de faire? Tout simplement un logiciel une visionneuse. Ça commence par là. Voilà. Donc une visionneuse 3D. Pas besoin d'installer, ça se télécharge, ça s'utilise directement. L'interface est faite pour monsieur tout le monde, en gros. Et on fait ça avec des partenaires autant que possible. Donc, on a été aidé par Loops Creative, qui est un studio à Angoulême, et qui ont utilisé notre visionneuse sur une prod qu'ils ont faite il y a une série. Et donc, à tout à l'heure pour les démos. Et Franck, je te laisse la place pour nous parler du Kitsu. Merci, Fred. Bon, Donc rapidement, je présente Franck pour ceux qui ne le connaissent pas, puis ça lui permet de se positionner. Donc Franck est le fondateur, le dirigeant de CG Wire, qui développe donc une suite collaborative de suivi de fabrication de films. Vas-y, il y a un micro, pardon. Voilà, Franck, il a une grande expérience des développements collaboratifs parce qu'on s'était rencontrés il y a assez longtemps dans un projet qui s'appelait HD3D et qui regroupait justement des studios et notamment pour faire du suivi de prod. Et puis après, tu as aussi été chez Cozy Cloud, donc, qui était une suite, là, pour le coup, open source d'espace personnel. Et puis depuis 2016, c'est ça ? 2017, voilà. Tu diriges CG Wire et donc là, il nous a annoncé la version 1.0, donc c'est dire si le logiciel maintenant est arrivé à maturité et il va nous présenter ça maintenant. À toi, Franck. Ouais, merci pour l'accueil. Déjà, avant de commencer, j'ai envie de dire que je suis très content de voir cette initiative qui réunit trois organismes que je suivais et qui nous ont soutenus dans notre développement, de voir que ces trois organismes fonctionnent ensemble. Donc maintenant, voilà. Donc je vais vous parler de Kitsu. Donc Kitsu, c'est quoi? C'est une plateforme de collaboration pour studios d'animation et de VFX.
En fait, avant de rentrer dans ce que c'est exactement, on va partir un peu du constat qu'on avait fait. C'est qu'à travers le temps, les productions se sont complexifiées et ont nécessité de plus en plus de travailler de manière collaborative et surtout pas au même endroit. Avant, on avait tendance à faire une prod avec un peu tout le monde dans la même salle, ou au pire sur plusieurs étages. Maintenant, on est de plus en plus en coproduction, sur plusieurs sites, avec des gens en télétravail. Et tout ça, en plus, dans un contexte qui fait que, en gros... Bon, là, on sait tous ce qui se passe en ce moment. On doit faire, grosso modo, on doit faire mieux avec moins. Donc, tout ça, ça fait qu'on a une pression pour avoir des communications plus fluides entre les différentes parties prenantes d'un projet. Et en fait, nous, ce qu'on avait constaté à l'époque, c'est qu'il y avait déjà des outils en place qui étaient principalement utilisés pour le suivi, le tracking de ce qui était fabriqué, mais qui étaient utilisés pour justement pallier à ces besoins en communication. Et on a considéré qu'ils n'étaient pas adaptés pour ça, et c'est pour ça que nous, on est parti sur une approche collaborative avant de penser le tracking. Et ce qui nous a amené donc à développer un outil de collaboration autour de la production, où on liste les éléments à fabriquer, les étapes nécessaires pour fabriquer chaque élément. Et après, à travers ça, en fait, à l'intersection, on va fournir un module simple pour pouvoir échanger autour de chaque tâche et fournir les livrables associés. Ce qui va permettre de constituer toute une bibliothèque d'éléments validés et ensuite à valider et valider, et tout en permettant aussi aux équipes de communiquer et de fournir de la donnée aux équipes de production qui, elles, vont pouvoir suivre efficacement le projet en voyant leur tableau se mettre à jour en temps réel. À côté de ça, on a aussi pensé à toutes les équipes techniques. Donc, il y a une API REST qui est disponible et on fournit un client Python pour permettre de facilement se connecter à Kitsu pour à la fois récupérer des infos et aussi l'alimenter en informations. Et donc, et surtout pouvoir l'intégrer à vos pipelines et vos outils. Donc Kitsu, là, ça serait très long de vous faire une démo complète, donc je serai là tout à l'heure, vous pourrez venir me voir tout à l'heure et je vous montrerai en détail tout ça, mais en gros il y a 6 grands modules. Il y a le module de collaboration là, que j'ai décrit, il y a des outils de prévisionnel où en gros on peut faire des plannings et des budgets avec différents scénarios. On a un système de review, ça je vais en reparler un peu après parce que je vais aborder les aspects techniques de Kitsu, comme ici on parle d'open source et qu'on est plus à un public technique. Donc la review avec un système de lecture de playlist pour pouvoir faire facilement des retours. Un système de gestion de casting, ça pour ce coup il n'y avait rien sur le marché qui proposait ça, donc nous voilà, comme c'est un cas d'usage bien précis, on l'a intégré, comme c'est quelque chose qui est vraiment hyper important dans n'importe quel projet. Et après, il y a une base de données puissante, comme j'ai dit, qui est facilement accessible. Et ensuite, on a démarré des intégrations, que ce soit avec des outils de communication ou des DCC. La conséquence de tout ça, c'est que... Ah mince, j'ai laissé un slide en anglais, pardon. Mais l'autre aussi, oui, je fais 2 slides en anglais. C'est pas grave. Pardon, je suis allé trop vite. Donc en gros, la conséquence de tout ça, c'est que tout le monde se parle mieux. En gros, évidemment, les gestionnaires de production, ils ont des données à jour, ils voient ce qui se passe, ils peuvent anticiper, ils peuvent se concentrer sur leur métier. Ils ne sont pas là à remplir des feuilles Excel, etc. Ils peuvent vraiment extraire la donnée et décider d'en faire ensuite, de faire collaborer les gens comme il faut et de les mener vers le résultat escompté. On a les superviseurs qui, eux, ils y voient clair, ils peuvent donner des feedbacks facilement et donc ils peuvent suivre leurs équipes efficacement. Les artistes, ils comprennent ce qu'on leur demande et ils ne se perdent pas dans les demandes de retech et ils ont un endroit simple pour fournir le résultat. Après, les clients et les réalisateurs, pour eux, c'est génial parce qu'ils peuvent facilement voir tous les éléments qu'ils ont à valider et les regarder en bout à bout et fournir le résultat. Et après, les comptables, ils sont contents parce qu'ils récupèrent plein de données sur les temps passés, sur les salaires, etc. Donc, pour eux, ça leur fait gagner du temps. Donc là, j'ai parlé de Kitsu en tant que logiciel. C'est un logiciel open source, donc on peut y accéder gratuitement. Donc pour nous, il a fallu aussi se dire comment est-ce qu'on fait pour rendre la structure viable. Il fallait donc évidemment, il faut faire rentrer des sous. Donc pour ça, pour les faire rentrer de manière récurrente et assurée, on a construit un modèle d'affaires où on dit ok, Kitsu, vous pouvez l'installer tout seul si vous le souhaitez. Mais nous, ce qu'on va vous fournir, c'est une solution clé en main pour que vous ayez un hébergement sécurisé et fiable tout au long de l'année et à jour.
Avec ça, on l'accompagne d'un support expert qui est en gros, on a tous intervenu dans des projets d'animation, donc on sait quand vous nous parlez, on parle le même vocabulaire, et donc on peut vous répondre, et on met l'accent pour vous répondre assez rapidement, parce que voilà, on sait que c'est pas toujours le cas, donc là on a vraiment fait l'effort là-dessus. Et après, on aide aussi vos équipes à implémenter vos projets dans Kitsu. Donc ça fait aussi gagner du temps et de l'efficacité à vos équipes. Et après, pour les structures un peu plus costauds qui ont des besoins soit juridiques particuliers ou qui ont besoin d'infrastructures d'installation spéciales, et ben là aussi, on peut fournir un service sur mesure là-dessus, comme une installation multi-instance, du SSO, voilà, des contrats spécifiques et surtout des installations on-premise. D'un point de vue technique, donc comment ça se goupille. Donc en gros, c'est une application web classique. Donc on a fait le choix de faire une single page application. Donc on a un front-end, je vais revenir dessus dans la slide d'après, en Vue.js. On a une API qui est basée sur Python Flask. Donc on a choisi ce framework, enfin surtout ce langage, parce qu'on sait que c'est le langage préféré du secteur. À côté de ça, on a un petit service qui permet de se connecter en WebSocket, parce que pour ceux qui connaissent Flask, en fait, je l'ai pas mis, j'aurais dû rajouter, mais il y a une autre couche qui s'appelle Gunicorn, qui en gros, Flask, qui va générer des threads Flask à chaque fois qu'une requête est envoyée, mais ce qui fait qu'il n'y a rien sur lequel se connecter pour écouter en permanence. Donc on a rajouté ce service qui nous permet après de monter le côté temps réel dans Kitsu. C'est vrai que c'est un aspect important. Je crois que je vais l'aborder encore après. Donc je détaillerai après cette histoire de temps réel. Ensuite, on a fait le choix de se baser sur des technologies solides, notamment pour la base de données avec Postgre. Ce qui nous permet, Postgre, c'est une super base de données parce qu'à la fois elle est très éprouvée, elle a un modèle relationnel qui fait qu'on a quand même des données solides, mais en même temps on peut aussi avoir une certaine flexibilité. Ils ont rajouté depuis quelques temps des fonctionnalités NoSQL, si je puis me permettre, qui font que par exemple on peut avoir des identifiants uniques, avoir des champs flexibles, qui font qu'on a un peu retrouvé le meilleur des deux mondes tout en fournissant une base de données que tout le monde connaît et qui est sûre et rassurante. Ensuite, dans les autres, oui, donc après il y a le stockage. Donc ça, on a décidé de partir sur du stockage objet. Donc là, il n'y a pas de techno spécifique, hein, c'est le format habituel Swift S3 qui fait que, en gros, n'importe quel stockage objet est disponible. Et on a aussi fait notre propre système s'il y a besoin de l'installer sur un disque dur directement. Ensuite, on a fait un petit peu d'originalité pour gérer tout ce qui est indexation de données. On a utilisé une brique qui s'appelle Melisearch, c'est un produit français qui est open source aussi et qui est en gros un indexeur comme Elasticsearch mais en plus léger et donc plus facile à déployer et suffisant pour nos cas d'utilisation. Ensuite, on a un système de job queue basé sur Python RQ. Donc ça, c'est une techno assez light qui est souvent utilisée en Python. Et enfin, on a géré tout ce qui est publication, souscription avec Redis, qui pareil, est assez... Alors à la base, les gens de Redis ne veulent pas qu'on l'utilise pour ça, mais bon, dans les faits, beaucoup de gens utilisent Redis pour ça, qui permet de gérer tout le flux d'événements qui se passe dans l'application, qui nous permet donc de publier des événements à travers le WebSocket, et aussi de les écouter entre nos différents services, notamment entre la job queue et l'API. Donc le front-end, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est une single page application. C'est fait en Vue.js avec les librairies Vuex et VueRouter. On a pour objectif de passer sous Pinia, puisque Pinia, en fait, Vuex permet de gérer toute la partie données en fait dans les interfaces. Et cet aspect-là, il va bouger sur Pinia. C'est le fondateur de Vue.js qui demande de faire ce passage-là. Donc, on va le faire, mais en gros, ça permet d'avoir une espèce de base de données partagée entre chaque composant de l'interface, qui permet du coup d'avoir des interfaces plus réactives et qui sont beaucoup plus riches. On a aussi ce qu'on cherche à faire en fait avec Kitsu, c'est de ramener un maximum de données dans l'interface pour avoir à moins requêter le serveur et fournir des résultats plus rapidement. Donc on a déjà mis en place un petit indexeur et un petit système de filtrage des données au niveau du front-end, mais on voudrait à terme booster cette partie-là pour que ça soit plus efficace et plus précis.
Et enfin, l'autre gros aspect, c'est qu'on a toutes les données, en fait, tous les écrans se mettent à jour en temps réel. On écoute tous les événements qui se passent dans Kitsu et on met à jour l'écran en fonction, ce qui permet de ne pas avoir à recharger sa page tout le temps et d'avoir toujours des données à jour, ce qui est agréable pour les gens qui sont à la prod notamment. Notre player vidéo, j'en parle un peu parce que c'est vrai qu'avec le temps, on a rajouté tellement de choses que ça en devient quand même une brique assez complexe et intéressante. Parce qu'au début, en fait, on a dû utiliser le player, on avait simplement utilisé le player natif du browser, et donc en fait, pour pouvoir satisfaire les besoins de preview, notamment en playlist, on a dû construire autour, et notamment pour gérer les transitions entre chaque plan, on a dû jouer entre deux players parce que sinon il n'était pas capable de faire les transitions de manière complètement fluide. Donc on cache et décache un player. On a rajouté une couche de calque, un calque en gros pour pouvoir dessiner sur la vidéo, et de cette manière, en fait, on a pu utiliser une bibliothèque qui s'appelle Fabric.js et on a des annotations au format vectoriel, ce qui nous permet ensuite d'ajouter des systèmes de rotation et de rotation et de translation qui peuvent être assez pratiques, et aussi on peut aussi faire du copier-coller sélectif, donc ce qui permet de faire des changements de pose sur plusieurs frames, ou tout simplement de mettre plus d'éléments sur une frame. Et on a rajouté aussi le support de la pression, donc ça c'était aussi assez intéressant de pouvoir faire la pression malgré cette pression vectorielle. Ensuite, l'autre aspect qui nous a demandé pas mal de... C'est le micro qui est en train de descendre. L'autre aspect qui nous a demandé pas mal d'efforts, c'était le fait d'avoir les gens avaient besoin d'avoir toutes les versions à disposition, et c'est une des grosses forces de notre player aujourd'hui. Donc comme je disais tout à l'heure, on ramène beaucoup de données dans la front-end, donc ça nous permet de dire quand je regarde une playlist, je peux la comparer avec l'étape précédente tout au long de la playlist, et je peux changer les versions. Si je veux comparer avec une version spécifique, je peux le faire directement dans la playlist sans avoir à recharger, sans avoir à recréer une playlist. Tout ça se fait de manière très fluide. Et aussi, on peut builder l'entièreté de la playlist. Tout ça, j'ai oublié de le dire quand même, toutes ces vidéos, elles sont traitées avec FFmpeg quand elles sont envoyées sur le serveur. Comme ça, elles sont toutes normalisées, et on sait qu'au niveau du front-end, on peut facilement les traiter parce qu'on les connaît toutes. Et aussi, ça nous permet de construire une playlist. C'est-à-dire que quand les gens construisent une playlist dans Kitsu, ils peuvent demander un seul fichier unifié de la playlist, ce qui permet déjà d'avoir quelque chose proche du résultat final, et aussi de vérifier tout ce qui est transition. Donc ça c'est ce à quoi ça ressemble. Oui, on a aussi une timeline unifiée pour toute la playlist qui montre les statuts des différents plans, donc ça permet de vite faire les retakes qui manquent. Et donc là on voit qu'on compare par exemple l'étape de lighting avec l'étape du layout, et on a aussi une petite vignette de preview quand on se balade sur la timeline pour pouvoir sélectionner très rapidement une frame qui nous intéresse. Et voilà, donc ça vous permet de voir qu'on peut très, très facilement accéder à l'ensemble de la base de données de Kitsu depuis le player, ce qui est quand même sa grande force, puisque même un outil comme Sketch qui est super pour faire du dessin sur les previews, il n'a pas cet aspect-là. Donc donc ça c'était quand même un point important qui est très apprécié de nos utilisateurs. Niveau administration, on a un CLI classique où on a toutes nos commandes de gestion en fait du serveur, et donc ça rend l'utilisation plus simple. Là récemment on a rajouté donc dans notre V1, c'est vrai que j'ai pas refait un slide V1, mais donc on a sorti notre V1 il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Donc on a rajouté un système de plugin où vous pouvez étendre notre base de données et notre API. D'ici quelques mois vous pourrez aussi rajouter des interfaces. Là, on a pris un peu de retard dessus, mais là, vous pouvez déjà étendre le modèle de données de Kitsu en profitant de toute la puissance des développements qui sont faits dans l'API, et en utilisant aussi, en vous basant sur Postgre, quoi. Donc, il n'y a pas de bricolage de modèles de données. Vous faites un vrai modèle de données comme vous le feriez dans une base de données classique. Donc ça j'ai parlé de la technique. Maintenant il y a aussi un peu, c'est un projet open source, donc comment ça se traduit concrètement, qu'est-ce que ça implique. Aujourd'hui on travaille avec 400 studios et écoles, donc il y a 100 clients, 100 personnes qui utilisent notre offre cloud, et on a recensé 300 installations auto-hébergées.
Donc ensuite, en utilisateurs actifs, donc au total, on en a compté 15 000, mais on va dire 10 000 pour être sûr. Donc il y a quand même 10 000 professionnels de l'animation et du VFX aujourd'hui qui utilisent Kitsu, donc ça a un impact conséquent. Et ils l'utilisent aussi instantanément, puisque on a au total, c'est des milliers d'heures de films qui sont validés dans Kitsu. Plus des images. Je dirais que j'ai beaucoup mis l'accent sur les vidéos, mais il y a quand même beaucoup de reviews d'images, de background et de concepts dans Kitsu. Oui, c'est un produit international aussi, j'ai oublié de le dire. On est quand même, on a la majorité de nos utilisateurs, je pense, en France, mais en tout cas la plus grosse proportion. Mais on est déployé un peu partout dans le monde et depuis très peu, on arrive au Japon. Donc on a un premier studio au Japon et on espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Pour le côté purement open source, donc ça c'est intéressant à regarder. Donc on est quand même, il faut avoir en tête qu'on reste un logiciel de niche, donc il ne faut pas s'attendre à avoir les résultats qu'on a habituellement sur, je sais pas, un tool comme Nextcloud ou je sais pas, je disais Elasticsearch par exemple ou MongoDB. Mais on a quand même des résultats intéressants. Donc on a 500 étoiles sur GitHub, on a beaucoup de gens dans le Discord, ils ne sont pas tous actifs, mais on a quand même réuni 2000 personnes, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu autant de curieux sur un logiciel de ce genre. En commit contributeurs, donc on n'en a pas beaucoup, donc au total il y a eu 13 000 commits faits de tout le monde, il n'y en a eu que 285 des contributeurs. C'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup parce que pour qui a déjà essayé de contribuer à un logiciel, ça prend du temps et ça prend de l'énergie, donc voilà, on est assez content et puis un grand merci à ceux qui nous ont aidés. Ça fait quand même ça permet de faire avancer le logiciel. Après nous à terme on voudrait qu'il y en ait plus pour aussi rendre la dimension open source plus pérenne et que le logiciel vive un peu de lui-même. Les traductions, on en a eu 4000, j'aurais dû mettre sur le total, c'est pas énorme non plus mais c'est quand même intéressant. C'est plus des pays auxquels on ne pense pas en premier qui ont fait les traductions. Donc, ça va être une traduction en hollandais, une traduction en chinois, voilà, des choses comme ça. Et le bug report, là, par contre, le bug report et feature request, on en a beaucoup. Ça, c'est vraiment clé pour nous parce que ça peut être un peu vil comme façon de faire, mais on sort d'abord une nouvelle version en open source. Notre communauté nous fait énormément de retours. S'il y a quelque chose qui casse, ils nous le disent tout de suite, ce qui nous permet de valider qu'une version est bien stable. Bon, évidemment, on fait des tests aussi de notre côté, et comme ça, après, on la sort à nos clients quand on est sûr qu'elle fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment une grosse aide. Et après, il y a aussi la dimension intelligence collective qui est vraiment hyper importante. C'est un truc que je répète partout, mais pourquoi est-ce qu'on a le meilleur logiciel du marché? C'est pas parce qu'on est plus intelligent, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont participé et qui ont fait qu'on a quelque chose de très précis aujourd'hui et qui répond vraiment aux attentes des gens. Et ça, je sais pas si on l'aurait eu si on n'avait pas eu cette dimension open source. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé de Kitsu, j'ai parlé là, un peu de la communauté, mais il y a aussi, faut qu'on parle des studios et de ce qu'ils font. Donc ils font évidemment plein de belles images, hein. Il y a des prods 2D, 3D, 2D, 3D, du stop motion, de la VR, etc. Enfin, il y a un peu du VFX aussi, un peu tous les formats qu'on veut, et on est content parce que nos utilisateurs ont récupéré tous les plus gros prix. Ils font des super films, donc voilà. Donc ça c'est aussi, donc on fait un logiciel, c'est aussi pour que ça se concrétise, et c'est le cas. Donc ça, on est super heureux. Voilà, donc peut-être je vais remontrer vite fait des images parce qu'on était dessus. Je les avais gardées pour après, pour après en annexe, mais voilà. Donc c'est ce genre de production avec lesquelles on a travaillé. Donc là, il y a Arco en ce moment qui est toujours au cinéma, je crois, qui cartonne bien et qui, paraît-il, alors je ne sais pas si c'est sûr, mais qui est en passe d'être nominé aux Oscars. Donc voilà, ça serait pas mal si ça arrive. Flo a déjà eu l'Oscar, hein, vous avez suivi. Voilà, on a d'autres projets comme ça. On a une série 3D, par exemple, Les 7 ours nains en haut à droite. On a Splinter Cell là, qui est en ce moment sur Netflix à gauche. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Enfin, tout ça, c'est des séries super intéressantes, séries ou court ou long métrage super intéressant. Ah mais non, j'ai pas mis de VFX, je cherchais le VFX, désolé. Donc après on a des films comme Substance ou Les Trois Mousquetaires qui ont utilisé Kitsu en VFX, qui font aussi des belles choses. Voilà. Et puis bientôt La Sphère de Las Vegas aura un film de 80 minutes entièrement traqué sous Kitsu. Voilà, j'ai fait le tour. Merci pour votre attention. Ah si, non, j'ai oublié le plus important. On a un Kitsu Summit le 12 février 2026. Voilà, donc là, c'est vrai que j'ai pas mis l'adresse, mais vous trouverez toutes les infos sur notre site web, cgwire.com. On va tous se réunir, enfin tous les utilisateurs et les gens qui sont intéressés par Kitsu
vont venir ici même, on l'organise ici même, donc sur les 2 salles, il y aura 6 conférences dans chaque salle, 12 conférences au total, et puis voilà, on va faire un peu la fête, on va manger ensemble, on va prendre un pot à la fin, et on va parler aussi on va rentrer un peu plus dans le cœur de Kitsu, de la vision de Kitsu, et des futures fonctionnalités qui arriveront. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Franck. Bon, évidemment, hein, il va être là pour la démo, les questions, mais il faut qu'on enchaîne parce que là, on est un petit peu en retard. Non, mais allez, on enchaîne avec Meshroom. Et puis après, on aura Jean-Baptiste. Alors, pendant qu'il s'installe, nous avons le plaisir d'avoir Candice Bentejac, donc, qui est développeuse Meshroom depuis 3 ans et demi, voilà, qui avant faisait de la vision par ordinateur en technologie embarquée pour des drones comme Parrot. Et puis qui maintenant, on va dire, est une des chevilles ouvrières de Meshroom. Les interfaces n'ont plus de secret pour elle. Les méandres des librairies intégrées dans Meshroom non plus. Voilà, donc si vous avez des questions techniques aussi, vous pouvez lui en poser. Elle est aussi bien à l'aise au niveau de l'interface qu'au niveau de ce qu'il y a derrière. Et puis il y a Fabien Castran à ses côtés, voilà, qui est le lead développeur de Meshroom depuis 2016, 2017, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être même avant. Bon, Fabien, lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une longue expérience de pipeline de production dans le film, dans l'animation, dans le jeu vidéo. Voilà, et donc maintenant, il est le patron de la R&D chez MPC, dans le groupe Transperfect. Voilà, et puis à vous de jouer. Donc, ouais, on travaille tous les deux chez MPC et The Mill, donc sur la partie VFX pour le film et pour la publicité. Donc, déjà pour présenter un peu l'outil, je ne sais pas si vous connaissez déjà, si vous avez déjà entendu parler de Meshroom, si vous connaissez. Fais un petit sondage, allez. Qui connaît Meshroom ? Savoir le niveau de... Alors, je fais une petite intro pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un outil, donc au départ, qui a été... sa première version, c'était centré sur la photogrammétrie. Et maintenant, c'est devenu un outil beaucoup plus généraliste de gestion de calcul, gestion de workflow. Avec pour l'instant beaucoup de pipelines orientés sur de la vision 3D et maintenant du machine learning. Donc c'est un système nodal avec, pour gérer de l'automatisation avec des mécanismes de parallélisation en local, en render farm et pour pouvoir gérer du multi-machine. Et donc en termes de licence et sous licence MPL, donc quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Donc on a une petite liste de tous les pipelines par défaut qui sont proposés, et puis une liste avec la partie les projets récents. Et après, on entre sur l'interface avec son système nodal. Et au cœur de ce système nodal, c'est le mécanisme de plugin et la façon dont on peut facilement créer des nœuds, des briques élémentaires pour décomposer un process de façon atomique, avec l'idée que chaque node est un élément unique qui s'exécute dans un environnement isolé, ce qui fait qu'on peut facilement combiner dans un même workflow plein d'étapes qui ont des systèmes, des mécanismes d'installation complètement différents. Et l'idée, c'est qu'après, on peut recombiner ça dans des pipelines qu'on peut proposer. Et du coup, là, on va vous faire un petit tour des pipelines, en commençant par les pipelines historiques et puis des pipelines plus récents ensuite. Le premier pipeline dont on va discuter, c'est le pipeline de photogrammétrie, donc la reconstruction 3D, qui permet de reconstruire en 3D un environnement à partir de photographies. C'est utilisé notamment pour tout ce qui va être... Ah, très bien, merci. Ah oui, en effet. pour tout ce qui est reconstruction d'environnement, création d'environnement, extension d'environnement, et qui a aussi un intérêt pour le caméra tracking. Donc là, sur l'image, vous pouvez voir une extension d'environnement avec les gradins qui ont été rajoutés. Dans l'interface de Meshroom, concrètement, ça ressemble à ça. Donc on peut juste dropper les images qui ont été prises. Ici, en l'occurrence, on en a 500. Et de manière automatique, Meshroom calcule le nuage de points, le meshing, le texturing, tout ça pour, à la fin, avoir la reconstruction complète de l'environnement. Donc Meshroom permet de se balader là-dedans. On peut voir où sont positionnées les caméras, passer d'une caméra à l'autre, et voir le mapping entre la position de la caméra et l'image qu'on avait initialement.
Il y a aussi la possibilité maintenant de faire du meshing à partir de fichiers E57 qui viennent des lidars. Donc à partir des nuages de points, on arrive à reconstruire des mèches. Et du coup, voilà, donc tout le concept de tout ça, c'est que nous, on travaille dans le milieu des VFX et on a besoin de faire de l'intégration d'éléments CGI dans des images réelles. Et donc, il y a une première partie qui est sur la captation du décor, comme on l'a vu, et il y a une autre partie qui est sur la captation de l'éclairage en un point de la scène, avec un enjeu important sur la partie colorimétrie pour être capable de restituer proprement les couleurs, parce qu'il y a une partie de cette acquisition qui va être faite avec des caméras différentes et qui, à la fin, doivent être recombinée avec la caméra de tournage, qui a forcément des espaces couleurs différents. Donc il y a tout un workflow de calibration et de gestion des profils colorimétriques, et notamment avec une intégration de la base de données d'Adobe. Donc l'idée de capter l'éclairage, c'est capter l'éclairage en un point de la scène avec toute la dynamique donc plusieurs points de vue. Donc là un exemple en fisheye et plusieurs bracketing pour capter toute la dynamique de la lumière qui arrive en ce point. Et la même version pour des systèmes motorisés, quand on a énormément de photos, pour pouvoir générer des panoramas en très très haute résolution. Des pipelines qui sont plus récents et qui font notamment partie de la nouvelle release de Meshroom, c'est tout ce qui concerne le camera tracking, donc à savoir repositionner les caméras lors d'une séquence vidéo dans un environnement 3D. Donc idéalement, on a accès à la reconstruction 3D. Faite avec la photogrammétrie, c'est le NEC plus ultra, puisque dans ce cas-là, on peut reconstruire, suivre le mouvement directement dans l'environnement 3D. Donc, comment est-ce que ça fonctionne en termes de pipeline? Donc, concrètement, on part de la photogrammétrie. Sur la séquence qui a été filmée et qu'on essaie de traquer, on fait une petite passe de distorsion de la lentille. On sélectionne ensuite des keyframes. Donc, les keyframes, ça va être des trames qui sont si possible nettes et qui sont représentatives du mouvement de la caméra. Donc on veut des trames qui sont à la fois suffisamment espacées dans le temps pour ne pas être trop redondantes et représentatives du mouvement. Donc il faut que ça bouge, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Donc on fait d'abord une première passe à partir de ces keyframes pour essayer de localiser les caméras, et une fois qu'on a ça, on peut passer sur toutes les images en utilisant les positions en initialisant les positions avec les keyframes, et à la fin on a le tracking complet, et donc le pipeline comprend des nœuds de visualisation qui permettent de valider les résultats. Donc ici, c'est un petit exemple sur une production. Oui, sur le film d'Anna, donc on voit il y a une première photogrammétrie du décor, et après plusieurs plans qui sont localisés dans cet environnement. Donc là on voit la liste des caméras, le mouvement de caméra dans l'espace global qui lui a été acquise par photogrammétrie précédemment. Donc on peut voir les points qui ont été extraits au départ, comment ils ont été matchés avec les autres images, comment ils ont été localisés en 3D, et après on peut se placer dans le point de vue de cette caméra-là. Le second cas de figure, c'est quand on n'a pas accès à la photogrammétrie, donc on n'a pas l'environnement déjà disponible. Le processus reste le même, on isole les keyframes, on essaie de localiser dans ce contexte-là, et on utilise le résultat des keyframes pour solver toutes les trames. Et donc le pipeline, quand on n'a pas la photogrammétrie, à partir des caméras et des infos qu'on a retrouvées, on essaie d'avoir un mesh plus léger, qui donne quand même une idée de l'environnement 3D dans lequel on se trouve. Oui. Si la vidéo veut bien démarrer. Ça y est. Voilà, ça c'est la petite bande démo qui a été proposée pour les Césars techniques l'année dernière, pour lesquels Meshroom a eu le prix de l'innovation. Donc il y a une petite passe de segmentation qui permet d'éliminer les objets en mouvement, en l'occurrence le plus souvent des acteurs en mouvement, parce que ce qu'on veut, c'est s'accrocher au décor pour permettre de localiser correctement les caméras.
Donc voilà un exemple d'extension de décor avec un tracking qui est fait sur l'avant-plan et un décor CG dans lequel ce plan doit être intégré. Et donc ça, c'est un autre exemple de visualisation sur un film plus récent, le film Dracula de Luc Besson. Donc c'est encore un cas de figure où on a une séquence sans environnement en 3D. Donc la visualisation que vous voyez, c'est le wireframe qui permet de visuellement vérifier qu'il n'y a pas de mouvement entre le mesh qu'on a généré et le décor réel. Et c'est à ça qu'on voit qu'on s'est bien accroché ou pas. Après, on a plein de pipelines en cours de développement qui sont en évolution, et notamment l'intégration de méthodes de machine learning, donc avec des nouveaux types de points, des nouveaux workflows qui permettent d'arriver à gérer, donc là par exemple un exemple avec des motifs répétitifs et qui ne pouvaient pas fonctionner avec des méthodes traditionnelles, et qu'on peut maintenant gérer par ces méthodes. Et on a plusieurs autres workflows en cours de développement qui utilisent les prédicteurs monovus, qui s'intègrent avec du LiDAR, et maintenant aussi avec les approches basées Transformers. Un autre axe de développement, c'est l'intégration de Gaussian splatting aussi, en sortie de ça, donc il y a besoin des mêmes informations, des positions de caméra. Gaussian splatting, c'est une méthode de synthèse de nouvelles vues à partir d'un apprentissage. Donc c'est un workflow qui peut ressembler à ça. Et là, nous, on l'utilise pour différents cas d'usage, mais voilà, un des exemples de cas d'usage, c'est sur le fait d'arriver à faire de l'in-painting 3D. Donc là, on voit qu'il y a un masque qui a été réalisé de la personne en bas à gauche. Et puis, on a fait l'apprentissage sans lui montrer cette personne, mais juste en lui montrant tout le reste du plan. Et après, on refait de la synthèse de vue pour retrouver quelle aurait été la position. Qu'est-ce que le réseau est capable de prédire à cette position-là, sans jamais avoir vu l'actrice. Et donc, on retrouve le décor derrière. Voilà, en plein écran. Et donc un autre pipeline sur lequel on a travaillé avec Meshroom, c'est tout ce qui va être stéréophotométrie. Donc la stéréophotométrie, le but c'est d'obtenir les normales de la surface d'un objet en se basant sur les différents éclairages auxquels peut être soumis cet objet. Donc typiquement sur cet exemple-là, en fait, on a une seule vue, mais avec différents éclairages, et on arrive à trouver les normales qui permettent les normales de surface qui permettent d'avoir des informations très détaillées sur la surface de l'objet. On a également le support pour des cas... alors on peut faire de la visualisation dans Meshroom et voir dans différentes conditions d'éclairage. Là, c'est des exemples sur des scans qui ont été faits sur la grotte Chauvet, donc un groupe d'archéologues qui travaille avec nous sur l'outil. Et ça, c'est un exemple du coup où on a plusieurs vues et plusieurs éclairages. Et donc un exemple de workflow et ce qu'on obtient à la fin, donc en fonction des vues et des éclairages. Donc là, c'est du multi-vue, multi-éclairage. Donc là, c'est un développement en cours de recherche avec un laboratoire à Toulouse qui travaille dessus actuellement. Et donc qui arrive à prédire à la fois des normales par vue, puis après à faire la fusion de ces cartes de normales en multi-vue pour récupérer un maillage 3D complet pour un objet qui est, comme vous l'avez remarqué, avec une seule couleur et très réfléchissant, ce qui est d'habitude un problème pour la photogrammétrie. Voilà, et on arrive à obtenir un très grand niveau de détail sur l'objet. Et voilà. Et du coup, pour conclure, un petit tour sur la communauté derrière. Donc, c'est un outil qui est développé depuis longtemps. La partie, donc il y a Meshroom qui est vraiment le système d'orchestration nodal. Et puis derrière, la plupart des workflows qu'on vous a présentés aujourd'hui, c'est des workflows qui se basent sur Alice Vision. Mais on a aussi pas mal d'autres workflows qui sont développés qui n'ont rien à voir avec Alice Vision, avec des nœuds pour faire du LLM ou pour faire plein de choses très différentes. Et donc à la partie Alice Vision qui est la librairie de vision par ordinateur,
qui est en C++ et donc qui est développé depuis 2013. Et donc la partie Meshroom qui est autonome, qui permet vraiment de faire de l'orchestration de calcul. Derrière ça, il y a une association qui a été créée depuis 2020 avec des personnes qui viennent de plein d'institutions différentes, des acteurs industriels et puis pas mal d'acteurs académiques autour de la table. Et ce cercle est en train de s'élargir. Et voilà un peu toutes les personnes derrière qui ont participé et qui participent au projet. Merci à tous. Merci. Merci Candice, merci Fabien. Et ben on va finir cette série de présentations avant les démos avec Jean-Baptiste. Alors là, on va faire une manip délicate, c'est-à-dire qu'on va changer, on va swapper les laptops. Et là, par rapport aux vidéoprojecteurs, on sait que c'est pas facile, mais on y croit. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que pendant voilà, Jean-Baptiste, donc c'est le fondateur et le développeur principal de Vidéolan, donc je pense que tout le monde connaît dans la salle. C'est l'exemple même donc d'une technologie open source qui est devenue un standard. Jean-Baptiste est aussi le CTO de Scaleway, donc l'infrastructure souveraine dans le groupe Iliad. Et ce soir, il va nous parler. Et là, on a un fond d'écran déjà, c'est une bonne nouvelle, donc ça veut dire qu'il se passe des choses. Il va nous parler de Kyber, mais je ne vais même pas me lancer dans la description parce que c'est quelque chose... Qui a entendu parler de Kyber, tiens, dans la salle, un petit peu? Ah oui, il y en a quand même. Ah oui, donc c'est bien. C'est magique. Bon, ça se passe pas trop mal. On va enlever ça, comme ça va pas te gêner. Alors, j'ai fait un truc délicat, c'est-à-dire j'ai switché d'HDMI, mais surtout je fais ça depuis Linux. Alors vraiment, je fais ça sans filet. Avec un peu de chance, ça a marché ici, super. On va parler de Kyber, je vais essayer d'être rapide parce qu'il est tard. C'est assez rigolo, c'est que je fais l'inverse de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser la vidéo pour pas faire de la vidéo et on va travailler sur le fait qu'on ne veut pas faire de qualité dans la vidéo. C'est-à-dire littéralement l'intégralité de ce que j'ai pas fait depuis 20 ans. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait on va travailler sur tout ce qui est contrôle de machine à distance. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai créé l'association Vidéolan, mais j'ai pas créé VLC, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis sur plein de projets open source depuis très longtemps. Je sais pas, type FFmpeg, X264. Dernièrement, un des derniers projets que j'ai lancé s'appelle David. C'est le décodeur AV1 qui est dans 3 ou 4 milliards de machines maintenant, avec 220 000 lignes d'assembleurs écrits à la main. J'ai créé plusieurs startups autour de l'open source, prouve qu'on peut en vivre. Et j'ai été CTO de pas mal de boîtes, parce que je suis rentré dans un peu le conseil aux startups et aux VC, et c'est comme ça que je suis devenu CTO de startup, ou de scale-up, dernière étant Scaleway. Une dans laquelle j'ai été, c'était Shadow, qui était une boîte de cloud gaming qui est quasiment morte, mais j'ai adoré la techno et j'ai regardé qu'est-ce qu'on peut en faire, et ça a donné Kyber. La question en fait c'est le contrôle de machine à distance. Pourquoi c'est un vrai sujet? En fait on aimerait bien dire qu'on peut tout faire depuis son téléphone portable, et en fait c'est pas vrai. On a de plus en plus de devices de plus en plus légers. Bientôt c'est vos lunettes, hein, vous savez que c'est la mode qui arrive. Mais surtout on a toujours besoin de plus de puissance, et puis dernièrement avec l'IA on a non seulement besoin d'accéder à plein de puissance, mais surtout à plein de données pour faire du rendu 3D, etc. Et on est de plus en plus en mobilité. Donc en fait, il faut être capable de contrôler des machines à distance. Et parfois aussi, on a des machines qu'on veut contrôler qui sont des endroits dangereux, que ce soit sur un front de guerre ou dans un réacteur nucléaire, et on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc voilà, projection de puissance de calcul, projection de skills. Un chirurgien, j'ai pas envie de le faire déplacer tout le temps, ou par exemple quand je fais un montage, quand je fais un événement, j'ai peut-être pas envie d'envoyer 5 personnes, un ingé son, un ingé de vidéo, un régisseur, un producteur, alors qu'en fait le montage je pourrais le faire à distance. Ça coûte cher en notre jour d'hôtel, en déplacement, etc. Et on a plein de cas comme ça qui font que en fait on a envie d'avoir du contrôle à distance. La difficulté, c'est qu'on est dans le cas où c'est un humain qui contrôle une machine, ou des machines qui contrôlent des machines. Pensez à une sorte d'IA qui gère une dizaine de drones ou une flotte de robots. Et
et ben, c'est pas ce qu'on a fait pour toujours, parce que dans la basse latence, en fait, pour le moment, on s'en est pas trop occupé, alors que nous, on va s'en occuper beaucoup. Pourquoi c'est possible aujourd'hui? C'est qu'en fait, grosso modo, pour ceux qui sont humains d'entre vous, qui ne sont pas des robots, votre latence en moyenne dans votre intégration, il va entre 13 et 70 millisecondes. Si vous faites plus de jeux vidéo, vous êtes plutôt proche des 13. Si vous êtes plutôt dans la deuxième partie de votre vie, vous êtes plus près des 70. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes à 15-20 millisecondes de votre data center avec la 5G, la 6G, la 7G, sponsorisée par des FUI grâce à Cap Digital. Et donc, en fait, la boucle locale, c'est-à-dire la partie encode et décode, en fait, elle est de plus en plus importante, puisque pendant très longtemps, on s'est dit que ce n'était pas très grave. Alors, qu'est-ce que c'est Kyber? C'est un SDK open source qui fait à la fois le client, le serveur et le réseau pour faire de la basse latence. Et quand je dis la basse latence, le but c'est de faire la latence vraiment la plus basse, c'est-à-dire que chaque milliseconde est importante. Alors pourquoi c'est important? Parce que en fait, quand tu contrôles un drone ou un robot, il y a peut-être un humain à côté. Quand c'est un drone qui est sur un front de guerre, on s'en fiche, mais quand c'est le robot humanoïde qui est à côté de ta maman, ou quand c'est la voiture qui est à côté de toi, tu as envie que ça réponde rapidement. Et surtout, aujourd'hui, pour faire ça, on a utilisé un protocole qui s'appelle QUIC, dont certains d'entre vous ont entendu parler, et on va en reparler. Kyber, c'est pas un streaming vidéo, pas du tout, c'est un streaming de N capteurs et N actionneurs synchronisés. Et ça c'est important, c'est que faire du streaming vidéo à très très basse latence, c'est pas très compliqué. Être capable de streamer pour un robot 5, 6, 8 flux vidéo, plus des flux audio, plus des capteurs de température, de pression, de position, et qu'en plus de l'autre côté il y a plusieurs personnes qui contrôlent le robot, ça commence à être difficile. Et de façon assez rigolote, on a ressorti des concepts du MPEG-TS, comme quoi la boucle. Ce qui est important, c'est que c'est basé sur VLC et FFmpeg. C'était une des conditions. Je voulais refaire la techno de Shadow, mais en open source. Et ça nous a donné plein de choses très intéressantes dont on va parler. Et puis surtout, c'est un truc qui est assez flexible. C'est que ça marche aussi bien pour faire du remote desktop, pour faire de la production à distance, que pour faire du contrôle de drone. Alors, comment ça marche? L'idée, en fait, c'est j'ai un certain nombre de flux vidéo. L'audio c'est de la vidéo, Sous-titres c'est la vidéo, mais donc ils sont des flux qui vont dans une seule direction, qui vont le plus vite possible, dans lequel je ne vais pas m'occuper de la qualité, mais je vais m'occuper de ça arrive le plus vite. Et sur le même flux, je vais me débrouiller pour faire passer des actionneurs, clavier, souris, gamepad, USB over IP, serial over IP, vraiment tous les types d'actionneurs qui sont bidirectionnels. Et tout ça, je vais le faire sur QUIC. Donc QUIC, c'est ce protocole qui est donc la base de HTTP3, qui est de l'UDP. Donc on peut grosso modo faire des pertes de paquets, mais ça a été fait parce qu'en fait il y a un système de retransmission. Donc, pour les gens qui connaissent un peu le réseau, TCP, grosso modo sur chaque paquet, il faut grosso modo dire est-ce que tu l'as bien reçu? Oui, je l'ai bien reçu. Le problème c'est que si la personne elle est loin, ça prend beaucoup de temps. C'est le problème qu'on appelle le end-of-line HTTP et TCP. QUIC, ça se base un peu comme du RTP, il y a un numéro de paquet et le mec qui compte. Le récepteur, il dit il me manque le paquet 14 parce que j'ai le 13 et le 15, donc je fais de la retransmission. Donc l'intérêt, c'est qu'on fait que de la retransmission quand on en a besoin et pas tout le temps. Donc de base, quand le réseau va bien, c'est plus rapide. Et d'ailleurs, HTTP3 aujourd'hui, c'est basé là-dessus. Donc nous, on va utiliser ça pour faire des trucs rigolos. Alors comment ça marche? En fait, on a un client qui est basé sur VLC, dans lequel on a à peu près détruit toute synchronisation. Et un serveur vidéo qui est un serveur qui construit un graphe orienté basé sur les librairies à l'intérieur de FFmpeg, dans lequel on a détruit l'intégralité des buffers vidéo. Et qui est en mode push, c'est-à-dire que vraiment c'est un node, dès que chaque bout du node a fini son process, il le passe au suivant et au suivant et au suivant. Alors donc c'est littéralement l'inverse de ce qu'on a toujours fait, puisqu'on voulait absolument, puisque le Graal en vidéo c'est la meilleure qualité, de perdre aucune frame, d'être frame accurate, d'avoir de l'audio vidéo synchronisé, et tout ça, pour le faire bien, il faut mettre des buffers. Et donc on a des buffers partout. Si on prend un FFmpeg ou un VLC normal, la latence de base c'est 300 millisecondes. Arriver en dessous, on peut arriver à 150, mais grosso modo, c'est ce qui arrive. Nous, on veut aller en dessous parce que finalement, on s'en fiche de la qualité. Alors, on s'en fiche de la qualité parce que finalement, ce qui m'importe, c'est la réactivité, mais surtout, ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir reconstruire de la qualité au niveau du client.
en faisant quelques petites techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a un serveur d'input de façon assez incroyable. C'est un graphe orienté, construit en temps réel, en mode push pour tous les inputs. Ça permet de faire des choses assez rigolotes. Par exemple, avoir 2 personnes qui contrôlent la même machine pour être capable de faire du filtrage d'input, etc. Mais surtout, en fait, vous voyez le cœur, il y a un mux et un demux qui va prendre tout ça et va mettre sur un seul port. Et en mettant ça sur un seul port, ça permet de ressembler à du HTTP et donc de passer à peu près partout. Bon, les cas d'usage, voitures autonomes, drones volants, drones sous-marins, robots chirurgicaux, robots industriels, pour les trucs un peu hardware. Et puis au niveau soft, bureau à distance, streaming 3D, streaming de VR, streaming XR, etc. Tout ce qui est remote production, streaming de jeux vidéo et de cloud gaming. Alors, une petite démo parce que c'est quand même rigolo. En fait, j'en ai 2, si j'arrive à voir ma souris. Par contre, c'est trop demandé sous Linux d'avoir une souris. Bon, alors très très simple la démo, hein, c'est la classique. À droite, c'est le serveur avec un jeu vidéo, et à gauche, c'est une vidéo du serveur vidéo. Et donc les claviers souris gamepad et sur l'ordinateur de gauche, les inputs vont dans cet ordinateur, qui l'envoie de l'autre côté et qui le désérialise et qui renvoie. Ce qui est intéressant, c'est que là, grosso modo, normalement vous voyez pas la différence. Il y a 8 millisecondes glass-to-glass latency. La raison pour laquelle on mesure le glass-to-glass, c'est que c'est les sensations d'un vrai humain, quoi. On triche pas en inventant des métriques. Donc là c'est la même chose sur Mac, hein. Vous voyez un petit Mac mini, même chose pour un jeu qui demande un peu de basse latence, le meilleur jeu de tous les temps sur la meilleure distrib de tous les temps, hein. Bien sûr malheureusement ils sont pas compatibles, donc même chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit laptop. Et en fait, il y a vraiment rien en fait comme processing du côté client. Donc là, pareil, la manette, elle est connectée en Bluetooth à un truc Android qui envoie. Et puis, celle-là, elle est quand même assez rigolote. C'est que je suis dans Chrome. Et donc, en fait, ça marche aussi avec une latence assez proche dans Chrome. Ça marche aussi avec un serveur qui est sous Linux et sous Mac. Donc voilà, très rapidement on a atteint des latences de 16 millisecondes et puis on se demandait comment aller en dessous. On s'est rendu compte que notre problème c'était nos écrans et qu'on était limité par donc on a acheté des écrans mieux et puis on est arrivé très rapidement vers 12 et puis 8 millisecondes en H.264 en glass to glass. On ne peut pas faire mieux parce que grosso modo l'encodeur NVIDIA il prend 3,5 millisecondes, le décodeur il prend 2,5 millisecondes, donc de toute façon on a 6 millisecondes incompressibles. Et dans le web on rajoute une frame parce qu'il faut prendre le compositeur de Chrome en même temps que le compositeur de l'OS, puisqu'il n'y a pas de façon de bypasser le compositeur. Alors là j'ai une autre petite démo, donc là c'est de la latence négative. Alors, donc c'est toujours pareil, c'est le serveur à droite, c'est le client à gauche. Bon, déjà, on voit que les timings ils sont en sync, donc c'est un peu bizarre. Et puis, là, vous voyez que le client est en avance sur le serveur. Comment c'est possible? Quelqu'un a une idée? Trop fort. Alors, attends, il faut que je fasse le play ici, parce que sinon on va pas le... Non, il veut pas... Non, ça ne veut pas. Il y a ce petit truc. Effectivement, ce qui se passe, c'est que on est à 60 Hz à droite et à 240 Hz à gauche, donc ça veut dire que grosso modo il y a 4 refresh rates sur le client par rapport au serveur, mais ça veut dire que sur les 16 millisecondes du serveur en refresh rate, j'ai le temps de grab, d'encode, d'envoyer sur le réseau, de le décompositionner, d'attendre la vesting suivante. Donc ça montre que de toute façon on est en dessous de 12 millisecondes si on ne croyait pas à nos mesures avant. On peut l'utiliser pour plein de trucs, donc du bureau à distance, qui est le truc le moins intéressant, mais utile pour faire de la remote prod par exemple, et puis pour plein de sujets où j'ai besoin d'avoir vraiment 2-3 écrans. Puis une fois que j'ai 2-3 écrans en synchro, en fait je vais pouvoir faire du streaming 3D. Donc évidemment notre serveur GPU qui est en push, qui est capable de faire du filtre 3D. Donc c'était assez rigolo, on a fait des petites démos où on est capable de reconstruire bien moins bien que ce qu'on vient de voir en 3D basé sur les motion vectors de AV1 qu'on fait tourner dans le serveur.
Et donc voilà, et puis être capable de faire du streaming XR, donc à ce moment-là avec de la reprojection, puisque c'est en anticipant en fait les mouvements. Et puis évidemment, on est capable donc de faire du remote streaming XR. C'est pas mal utilisé pour tout ce qui est digital twin, univers où vous êtes sur un Quest ou un Apple Vision qui sont pas assez puissants pour faire tourner des simulations 3D complètes, ou juste une simulation 3D que je veux monter sur un iPad ou dans le web parce que je fais pas confiance à la personne de l'autre côté d'avoir un ordinateur correct. Mais surtout, une fois qu'on a fait ça, le vrai sujet, c'est les robots et les drones, dans lesquels on peut avoir N caméras à synchroniser, et c'est pas toujours facile. Alors, comment ça marche? Donc, c'est un SDK, ça marche. En fait, le protocole qu'on a développé au-dessus de Quick marche avec n'importe quel type de codec. On a testé H264, HEVC, VP9, AV1, LCEVC, Opus, FLAC. Et techniquement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remet un timestamp au-dessus de tous les paquets. Donc, en fait, on est capable de prendre n'importe quel codec vidéo, 4K, évidemment, du HDR. On a donc des filtres vidéo, des pixel shaders, hein, grosso modo, pour être capable de, par exemple, refaire du 4.4.4 en utilisant du 4.2.0, en utilisant des informations, puisque comme on a le serveur, on sait que si tu es en train de streamer un Excel ou streamer un jeu vidéo, streamer de l'Excel, c'est compliqué. Ça a l'air con, hein, mais par exemple, le H264, ça ne sait pas encoder de l'Excel. Le HEVC, c'est un peu mieux, mais pas assez. Donc on a quelques petits trucs qui, en fonction de ça, on peut faire de l'upsampling UV. C'est capable de faire évidemment de l'upstreaming, du pixel streaming. On a des modules pour être dans Unreal, dans Unity ou d'autres choses comme ça. Mouse, keyboard, gamepad, tout ça, ouais, ça marche à peu près. Ça, on en a parlé. Donc voilà, pourquoi c'est un peu différent de ce qu'on a fait? Eh ben, en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent faire du temps réel, ils utilisent WebRTC. WebRTC, c'est pas fait pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. WebRTC, le but, c'est d'être en basse latence, mais comme le SRT, mais à une latence constante. Et la raison, c'est parce que si je vais parler comme ça, ou puis tout d'un coup, tout lentement, vous allez me prendre pour un taré, vous aurez raison. On est habitué quand on contrôle un humain, hein, parce qu'un Zoom c'est un contrôle d'humain, on a obligé d'avoir quelque chose de constant. Et on est habitué à ça. Donc c'est la même raison. SRT le fait pour des raisons de qualité, le WebRTC pour que ce soit cool. Nous, on est dans le cas où on s'en moque. Une frame, en fait, on veut toujours avoir la dernière frame. Donc ça veut dire que par exemple, niveau client, je vais pouvoir dropper des frames. Donc évidemment, j'ai pas de B-frame, mais je peux baisser des frames. Donc je suis dans le cas où je ne suis pas à la recherche de la qualité. Hein, toutes les recherches en codec, on a toujours fait convex all, qualité vs bitrate. C'est pas mon problème. Je suis dans un cas où je suis tout seul, où j'ai 5 personnes. Donc en fait, le bitrate finalement, c'est quasiment pas une variable. Et ça fait bizarre de dire ça. Hein, on a toujours dit oh là là, je veux le truc. La complexité finalement, c'est la latence en fait. Donc j'ai besoin d'un encodeur qui fasse 4 millisecondes parce que j'ai besoin de ça. Et la latence stable, en fait, c'est pas mon problème puisqu'en fait, je vais perdre des paquets, c'est pas grave. Le deuxième truc qu'on fait, c'est qu'on va se dire que grâce à l'IA, whatever that means, on va pouvoir reconstruire un peu des choses du côté client. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a de la prédiction sur le réseau. Donc en fait, on monitore vraiment, enfin comme le système c'est assez simple, mais on la maîtrise totale. En fait, on mesure le jitter, l'augmentation du jitter, la dérivée seconde du jitter et d'autres paramètres. Et donc on sait quand le packet loss va arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut, ça paraît pas très bien, mais ce qu'on peut faire au moins, c'est envoyer un message au serveur en disant go down in bitrate. Et puis surtout, vous allez voir ce qu'on fait avec ça, qui est assez rigolo. Et puis évidemment, comme ça marche, ça marche. Le serveur, ça peut être Windows, Linux, Mac, Android. On peut même avoir un serveur Android. Et puis c'est basé sur VLC, Windows, Linux, Mac, Android, Apple TV, Android TV, Quest, Apple Vision, Android Dixar et Web. Donc vraiment, c'est partout. Ça marche. Et puis c'est extensible. Et c'est quand même moins compliqué que WebRTC. Vous pouvez même mettre les mains dedans. Alors, donc Quick, c'est intéressant parce que ça veut dire TLS par obligatoire. Ça veut dire qu'on règle tous les problèmes de end-of-line. Et ça veut dire que chaque capteur ou actionnaire en fait peut avoir son substream Quick et donc avoir une QoS spécifique. Donc je peux dire en fait mon keyboard est plus important que ma vidéo. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait nous ce qu'on va faire, c'est un peu plus violent, c'est que dans Quick il y a un mode que personne n'utilise qui est du mode datagram et là on va véritablement perdre les paquets. Donc en fait c'est ce que nous on utilise pour de l'audio et la vidéo, on va être vraiment en mode UDP sans retransmission.
Et donc là, vous me dites, mais là, c'est quand même un peu suicidaire. C'est vrai. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait du forward error correction pour rebuilder les paquets qui sont perdus. Donc on over-transmit 2 à 5% en forward error correction. Et grâce à l'algo dont on a parlé tout à l'heure, quand on voit que le bitrate, que le jitter commence à être trop grand, ce qu'on fait, c'est qu'on dit descend le bitrate et augmente le pourcentage de FEC. Donc en fait, potentiellement, on va avoir plus de reconstruction qu'on fait du côté client. Et oui, ça marche aussi dans le navigateur. Et donc, parce que les retransmissions, c'est long. Une retransmission, c'est 3 fois la latence, de fait. Et puis, et donc on fait des filtres audio et tout ça. Ça, je vous ai parlé pour du streaming d'Excel. Ça vous fait rigoler, mais c'est hyper important. Et le dernier point, en fait, est assez rigolo, mais c'est les clocks, ça drift. Donc ça, c'est les gens qui ont fait du satellite et du TS, ils savent que les clocks, ça drift. Les jeunes ingés, ils savent pas que les clocks, ça drift. Et quand on fait du vrai temps réel avec un robot pendant 2 ou 3 heures, en fait, les clocks, ça drift beaucoup. Donc en fait, on a un système qui fait que notre muxer, en fait, re-timestamp tout en calculant les délais. Donc on garde le timestamp original de chacun des capteurs, plus on refait ce qu'on appelait un MPEG TS PCR pour les vieux. Je sais que ça se perd, mais en fait c'est assez rigolo. On a reconstruit en fait plein de concepts qu'on avait dans le MPEG TS au niveau réseau pour faire ça. Il y a un usage assez rigolo, c'est d'utiliser ça pour faire du training de modèles pour les robotiques, puisqu'en fait quand vous voulez rejouer pour refaire un entraînement, vous voulez avoir les mêmes résultats. Si vous n'avez pas cette information de timestamp commun, vous allez entraîner n'importe quoi. Garbage in, garbage out. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit. On a un mode normal, un mode GOP-stream. Donc GOP-stream, c'est vous envoyez un bloc de données pour chaque GOP et vous devez le retransmettre si vous perdez quelque chose. Unreliable, donc c'est en mode datagram, et unreliable with FEC, on a du forward error correction. On utilise RaptorQ, je sais c'est mal, c'est breveté, mais pour le moment le brevet il est gratuit et ça marche vraiment, vraiment bien. Et ça marche, donc après on fait notre FEC de façon à ce que ça s'aligne sur les MTU pour éviter la fragmentation réseau. Et aussi pour ne pas faire de latence. Le dernier truc que je raconte, c'est que la version web, c'est la même, puisqu'on fait tout en Rust, et donc en fait on recompile tout notre client, notre FEC, tout notre muxing en Rust, et ça tourne directement en WebAssembly dans le navigateur. Le décodeur, c'est soit VLC-JS, enfin VLC WASM, soit du web codec et du web transport. Le web transport, c'est l'équivalent de Quick dans le navigateur, et ça marche super bien. Voilà. C'est ce que je vous disais, vous voyez le vert, c'est l'encodage NVENC, que le orange c'est le décodage des X Direct 3D 11, et donc en fait on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ou alors il faut utiliser des codecs plus rapides, et donc là on parle par exemple du JPEG XS ou des codecs qui vont être faits en GPU exactement, où vraiment c'est très con, c'est-à-dire que faire 128 slices et tu vas encoder tes 128 slices avec un truc qui va te faire un bitrate horrible, ça va être 2 fois le truc du H264, mais dans plein de cas c'est pas important. J'ai parlé trop longtemps, je vous remercie.